La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Il existe une sorte de molécule très importante pour nos organismes et pour la vie en général, qui s'est retrouvée sur le devant de la scène médiatique à l'époque de la Covid et sur laquelle on a dit tout et n'importe quoi. C'est l'ARN messager. Que n'a-t-on pas raconté à ce sujet pendant de nombreux mois, avec parfois l'idée que le vaccin reposant sur cette molécule avait été inventé de toutes pièces en un temps record. Il est vrai que ce vaccin a pu être administré à la population moins d'1 an après le début de la pandémie, alors que jusqu'à présent, il fallait bien 10 ans pour concevoir un nouveau vaccin. Mais la raison de cette rapidité est scientifique, plus que politique. C'est que le composant essentiel des vaccins à ARN messager est étudié depuis plus de 60 ans. Savez-vous que l'ARN messager a été découvert en 1961 par le biologiste François Jacob à l'Institut Pasteur à Paris? Il a obtenu pour cela le prix Nobel en 1965 avec ses collègues André Wolf et Jacques Monod. Et savez-vous qu'une femme d'origine hongroise, Kathleen Karikó, installée aux États-Unis, a travaillé pendant plus de 40 ans au moyen d'utiliser cet ARN messager à des fins thérapeutiques? Savez-vous que le succès du vaccin Pfizer est en fait la consécration d'un travail acharné mené dans des circonstances parfois très difficiles pendant plusieurs dizaines d'années par une femme scientifique jusqu'ici peu connue, mais qui est pressentie, on peut le dire je crois, pour le prix Nobel de médecine. Nous allons revenir sur tout cela avec Dominique Morello, qui est avec moi aujourd'hui. Dominique est biologiste. Elle a travaillé à l'Institut Pasteur entre 1976 et 1995, avant de s'installer à Toulouse pour monter sa propre équipe au Centre de biologie du développement à Rangueil jusqu'en 2010. Bonjour Dominique. Bonjour. Par la suite, Dominique a débuté une seconde carrière très importante au service de la communication scientifique vers le public. Elle a été plusieurs années chargée de mission au Muséum de Toulouse, où elle a eu des actions importantes. Et elle s'est totalement investie dans l'association Femmes et Sciences. Elle a elle-même créé un jeu de société, Mendeleyeva, pour rendre les femmes scientifiques visibles d'une manière ludique pour tous les âges. Dominique, nous parlerons en détail de tous ces aspects de ta carrière dans une prochaine émission. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur tes travaux scientifiques à l'Institut Pasteur, puis à Toulouse. Si j'ai bien compris, il s'agit d'étudier comment l'information stockée dans l'ADN s'exprime dans les cellules de l'organisme de manière différenciée suivant les tissus. Cela se fait par l'intermédiaire de l'ARN et des protéines. Peux-tu nous en dire plus ? Avec plaisir. Merci pour cette introduction. Oui, alors j'ai commencé ma carrière à l'Institut Pasteur. En fait, je faisais mon DEA en immunologie et je me suis retrouvée en stage dans le laboratoire de François Jacob. Et une des grandes préoccupations du laboratoire, c'était d'arriver à comprendre comment, à partir d'une cellule unique, l'œuf qui vient d'être fécondé, on pouvait obtenir un organisme avec à peu près 200 tissus différenciés, constitués chacun de ces tissus de cellules qui, bien qu'ayant exactement la même information génétique, sous forme d'ADN, expriment des gènes complètement différents. C'est-à-dire que les cellules, au départ, on part d'une seule cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en etc., etc. Et à un certain moment, il y a une information différente qui est transmise aux cellules en disant tu vas devenir une cellule de la tête, une cellule du pied, ou je dis un petit peu n'importe quoi. Oui, alors en fait c'est ça, il y a une cellule unique qui va se diviser, ça dépend des organismes, en disons une dizaine d'heures, une douzaine d'heures, en 2 cellules, puis chacune de ces cellules va elle-même se diviser en 2 autres cellules, etc. Et à partir d'un moment, on va dire que pour la souris et pour l'homme, enfin la femme, les cellules jusqu'à à peu près 64 cellules sont toutes identiques les unes et les autres. Elles ont la même information génétique et vont exprimer les mêmes protéines. Et puis, à partir de 64 cellules, un petit peu avant
que cette petite masse embryonnaire ne s'implante dans l'utérus, les cellules vont se distinguer les unes des autres. Certaines vont être destinées, alors c'est pas vraiment les cellules de la tête, mais on va dire schématiquement ça, et puis d'autres vont constituer les neurones, d'autres vont constituer ce qui deviendra la rate et les muscles, etc. Oui. Et tout cela se fait par l'intermédiaire de protéines, et ces protéines qui sont, qui sont créées grâce à cet ARN messager, c'est ça? Alors, ou je schématise trop? Oui, enfin, de toute façon, c'est un peu compliqué à expliquer en si peu de temps, mais en gros, chaque cellule contient de l'ADN. Cet ADN va être, on appelle ça transcrit, en ARN messager, et cet ARN messager, comme son nom l'indique, sert de messager pour fabriquer des protéines. Les protéines, ce sont les molécules qui sont un peu la base pour que chacune des cellules ait sa propre identité. Par exemple, les cellules du sang vont faire de l'hémoglobine, la protéine hémoglobine qui va transporter l'oxygène. Certaines cellules nerveuses vont faire de la myéline. Chaque type de cellule est spécialisé. Donc, on a plusieurs types de contrôle qui fait qu'à partir du même programme génétique que possède chacune des cellules, les cellules possèdent toutes la même information génétique, mais la partition, on va dire, cette information génétique va être lue de manière différente au fur et à mesure que les cellules se différencient, c'est-à-dire qu'elles se spécifient, qu'elles se caractérisent et qu'elles vont se spécialiser pour devenir des neurones ou pour devenir des hématies ou pour devenir des cellules musculaires. Et ces contrôles peuvent se faire à différents niveaux. Alors, soit au niveau transcriptionnel, on fait marcher le gène ou on ne fait pas marcher, il est éteint ou il est allumé. Quand tu dis on fait marcher, tu veux dire il y a quelque chose... Il y a quelque chose à l'intérieur de la cellule qui va mettre un gène spécifiquement en route ou non, pas du tout. Ça, c'est la régulation transcriptionnelle. Ou alors la transcription se fait, on a une synthèse de la molécule ARN, dont tu as parlé tout à l'heure, l'ARN messager, et cet ARN messager va ou non être lu, décodé pour faire la protéine. Et ça s'appelle le contrôle post-transcriptionnel. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, si je reviens à la découverte de François Jacob au début, c'était quelque chose d'inconnu, c'était justement la manière et pourquoi certains gènes étaient utilisés et d'autres pas, voilà. Et de quelle manière, et c'est là que ça a été découvert. Certains gènes sont transcrits, d'autres non, et cette transcription aboutit à la synthèse de l'ARN messager. Et l'ARN messager, c'est une molécule intermédiaire, mais indispensable à la fabrication des protéines. Et donc, c'est la présence de cet ARN messager, la caractérisation d'un ARN messager, comment il est fait, à partir de comment est-ce qu'il est obtenu à partir de l'ADN et comment il va survivre ou non très longtemps dans une cellule. Parce qu'il ne survit pas très longtemps en général. J'ai compris que l'ARN était une molécule fragile. Tu as parlé tout à l'heure de Katalin Karikó, donc qui a beaucoup œuvré pour que les vaccins ARN messagers fonctionnent. Et en fait, cette femme a eu des grosses difficultés parce que justement, elle ne travaillait pas sur l'ADN, mais elle travaillait sur l'ARN messager. Or, l'ADN était une molécule, un acide nucléique, facilement manipulable. Et l'ARN, contrairement à l'ADN, a une durée de vie extrêmement précaire. Il y a des ARN messagers qui durent à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, mais d'autres dont la durée de vie dans la cellule est plus petite que 3 minutes. Et donc c'est très difficile de travailler avec cette molécule avant qu'elle ne se dégrade. Donc pour utiliser l'ARN messager à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire apporter une information autre à l'organisme, il fallait le stabiliser. Voilà. Et donc le premier problème, c'était de rendre l'ARN invisible, lui mettre une cape d'invisibilité pour qu'il ne soit pas reconnu comme ARN et n'enclenche pas une réponse inflammatoire. Et son deuxième problème, c'était
de stabiliser cet ARN messager, de faire en sorte de l'empacter en fait dans une petite molécule de graisse, une capsule lipidique, afin qu'il soit protégé des mécanismes qui le dégradent naturellement. Donc tout était prêt pour utiliser des vaccins à ARN messager, grâce en particulier au travail de Catalina. Et donc oui, tout était prêt. Il faut quand même rappeler que Cataline a migré aux États-Unis alors qu'elle venait d'avoir une thèse et qu'elle a mis plus de 15 ans à obtenir une chaire, enfin un poste stable. Et elle a eu une quinzaine d'années de galère totale. Et ce n'est que dans les années 2005, en fait, qu'elle a commencé à vraiment pouvoir travailler avec les outils et l'argent possible et à modifier cet ARN pour qu'il ait cette cape d'invisibilité et à démontrer que la molécule d'ARN pouvait servir comme vaccin. Eh bien, on va reparler de tout ça la semaine prochaine et de l'utilisation de l'ARN pour les vaccins. Merci Dominique, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.